Bienvenue à cette correction commentée de l'échantillon d'examen numéro 1, Prince de 7 Foundation. Cet échantillon d'examen est bien sûr en anglais parce qu'à l'heure de l'édition de ce cours, à l'heure de la publication des vidéos de ce cours, l'examen existe, la langue la plus proche de nous, c'est bien la langue anglaise. Et donc, les questions de cet examen seront laissées telles quelles en langue anglaise, mais bien sûr, le commentaire sera fait en français. Et gardez à l'esprit que vous composerez probablement en anglais. Il vous faut donc avoir quelques bases dans cette langue, raison pour laquelle nous laisserons les questions dans la langue originale, en langue anglaise. Si vous n'avez aucune base en langue anglaise, il serait peut-être temps de réfléchir à la possibilité de vous donner déjà de bonnes bases dans la langue anglaise avant de programmer votre examen réel, même si notre cours est en français et que la correction de cet échantillon d'examen l'est aussi. Une fois de plus, bienvenue à cette correction commentée de l'échantillon d'examen numéro 1 de Prince 2, 7e édition, niveau Foundation. Le niveau Foundation introduit la méthode Prince 2. La certification Foundation est également un prérequis pour la certification Practitioner. L'examen est conçu pour évaluer si vous pouvez démontrer une mémoire et une compréhension suffisantes de Prince 2, comme décrit dans le plan de cours. Vous passerez un examen d'une heure. Toutes les questions sont à choix multiples. Il n'y a qu'une seule bonne réponse par question. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un examen à livre fermé et vous ne devez donc pas avoir de notes ou de sources disponibles pendant votre examen qui sera surveillé, que vous choisissiez de le passer en ligne ou en centre d'examen. Vous devrez répondre à 60 questions au total et pour réussir à votre examen, il faudra donner la bonne réponse à 36 des 60 questions au minimum. Commençons tout de suite avec la première question qui nous demande simplement quelle déclaration décrit le contexte du projet. On a 4 déclarations qui sont données, une seule est vraie. Comme dans la plupart des questions à cet examen, il y aura toujours 4 propositions de réponse dont une seule sera la bonne réponse, sauf dans le cadre des questions de type liste que nous commenterons lorsque nous y arriverons. Eh bien, dans le cadre de cette question, il faut simplement se rappeler qu'aux côtés des principes, des pratiques, des processus et des personnes, le contexte de projet est l'un des 5 éléments intégrés de Prince 2. Il a une particularité, c'est lui qui entremêle en quelque sorte les autres, c'est-à-dire qu'il influence la manière dont les principes, les pratiques, les processus sont appliqués par les personnes qui sont engagées afin de s'assurer que la méthode Prince 2 correspond bien au projet, c'est-à-dire à son contexte, bien évidemment. Ce qui vous fait penser tout de suite à la réponse A, qui est la bonne réponse. La réponse B fait plutôt allusion aux pratiques, la réponse C au processus et la réponse D fait allusion aux personnes. La bonne réponse pour cette question, c'est donc la réponse A. La question 2 est une question simple qui exige ou alors qui vous impose de vous souvenir de la différence entre un projet et des opérations. Le projet est une entreprise temporaire et qui est mise en place pour créer quelque chose d'unique. Le projet, de par sa nature, est donc unique et l'initiative est temporaire, c'est-à-dire l'initiative a une date de début et une date de fin. Si vous considérez les options A et B, elles n'impliquent pas que le projet soit temporaire, ce qui est un élément important de la nature du projet. Tandis que le choix D parle de l'incertitude. Or, l'on sait que l'incertitude est plus associée au projet qu'aux opérations. Il y a donc plus d'incertitude dans un projet que dans des opérations. Quand on considère attentivement le choix C, tous les projets sont différents des autres projets, eh bien, cela fait directement allusion à la nature unique d'un projet. Un projet ne peut pas se répéter car il est impossible de répéter les mêmes circonstances, les mêmes éléments, les mêmes personnes et le même laps de temps, le même intervalle de temps, le même intervalle temps, le même espace-temps, pour être plus exact, d'un projet. Et donc, c'est donc ce choix qui fait allusion à un élément qui touche la nature intrinsèque même du projet, son unicité. La bonne réponse ici est donc la réponse C. La question 3 exige que vous vous rappeliez les 7 principes Prince 2. Je suis sûr que vous les rappelez suffisamment bien
Pour comprendre le sens de la question, lorsqu'on évoque une situation où l'environnement du projet a changé et que le comité de pilotage décide d'interrompre ou de mettre un terme de manière prématurée au projet, quel est le principe qui est appliqué ici? Ce n'est pas le principe d'apprendre par l'expérience, comme le suggère la proposition A, car ici, il n'y a pas, la décision n'est pas basée sur une expérience précédente ou sur un projet passé ou alors sur les étapes précédentes du même projet. Ce n'est pas non plus le principe d'adaptation, comme le suggère la réponse B, car ici, on n'adapte pas les principes Prince 2 au contexte du projet. Il s'agit plutôt de s'adapter à un environnement qui a changé. Il faut faire la nuance. Ce n'est pas non plus le principe du management par exception. On le connaît, ce principe est basé sur une définition claire des tolérances. Il s'agit plutôt, comme le montre le choix D, de la justification continue pour l'entreprise, car le comité de pilotage, et particulièrement l'exécutif, s'assure à tout moment que le projet est toujours justifié. C'est-à-dire que la dépense qu'on va faire pour le projet reste justifiée, que le projet est toujours capable de produire le résultat attendu et les bénéfices surtout attendus. Si cela n'est plus le cas en fonction d'un environnement changeant, eh bien, c'est de la responsabilité du comité de pilotage de demander un arrêt prématuré du projet. La bonne réponse est la réponse D. Ici, il s'agit toujours de principe Prince 2, mais particulièrement du principe rôle et responsabilité définis et relations. Et quelle est la déclaration qui se rapproche le plus ou qui se rapporte directement à ce principe? Il s'agit plutôt de la déclaration D, car les parties prenantes ou les fournisseurs peuvent être externes ou internes à l'organisation. C'est ce que dit le manuel. Et c'est bien ce qui est proposé ici. Les fournisseurs et les parties prenantes peuvent être internes ou externes à l'organisation. Il s'agit simplement de bien définir leur rôle et leurs responsabilités. Tandis que lorsqu'on considère les autres choix, les autres possibilités au fait, elles sont bien fausses. Car l'équipe de projet peut également consister de personnes internes ou externes. Il ne s'agit pas seulement des personnes internes à l'organisation ou externes à l'organisation, mais des deux. Le choix B est également incorrect car l'activité du management au jour le jour ne peut pas correspondre aux activités du projet. Il s'agit plutôt d'une activité opérationnelle. Donc, la structure qui est décrite ici, c'est la structure opérationnelle qui ne peut pas correspondre aux activités d'un projet. Et l'option C est également incorrecte car les intérêts des parties prenantes peuvent toucher aussi bien les parties prenantes externes qu'internes. Et ces intérêts doivent être représentés au sein du comité de pilotage. On a par exemple le fournisseur principal qui représente les intérêts des fournisseurs et l'utilisateur principal, les intérêts de l'utilisateur. L'entreprise est représentée par l'exécutif. Donc, ce choix est bien sûr faux. Le choix qui est vrai ici, c'est le choix D qui est la bonne réponse. Toujours au sujet des principes Prince 2 avec la question 5. Dès lors qu'on vous parle de fixer des tolérances ou des limites par rapport aux 7 aspects de performance d'un projet, il y a un principe qui devrait venir en premier à votre esprit, le principe du management par exception. C'est ce principe qui consiste à exploiter ou alors à se concentrer sur le fait de fixer des tolérances par rapport aux 7 aspects de performance et permettre à un niveau de management d'exercer son autorité de manière discrétionnelle dans les limites des tolérances fixées par le niveau supérieur. Et une fois que ces limites sont franchies ou sont en voie de l'être, eh bien, ce niveau de management doit saisir par exception le niveau supérieur pour gérer, n'est-ce pas, la tolérance qui vient d'être dépassée, ou alors pour prendre une décision par rapport à ce dépassement de tolérance. Donc, lorsque la question est posée ici, quel est le principe qui est appliqué quand on fixe des limites ou des tolérances pour les 7 aspects de performance? Il s'agit bien, comme le dit le choix A, du principe du management par exception. On reste toujours sur les principes Prince 2 et la question demande qu'est-ce que le principe de la justification continue facilite ou que permet ce principe? Eh bien, vous vous souvenez que c'est ce principe qui permet au comité de pilotage, particulièrement à l'exécutif, sur la base du cas d'affaires, de s'assurer qu'il y a une justification continue. C'est-à-dire qu'il y a d'abord une raison justifiable de démarrer le projet
Et ensuite que cette justification reste valide tout au long du cycle de vie du projet. Ce n'est pas le principe des rôles et responsabilités comme le suggère l'option A, ni le principe de concentration, de focalisation produit comme le suggère le choix C, ou alors le principe d'adaptation du choix D. Non, il s'agit bien de la réponse B. Le principe de la justification continue, n'est-ce pas, permet de s'assurer que le projet demeure désirable, viable et réalisable tout au long de son cycle de vie. La bonne réponse est dans la réponse B. La question 7 est une sorte de vue d'ensemble des principes. Dans leur ensemble, qu'est-ce que les principes facilitent? Eh bien, vous vous souvenez, dans le cours, nous avons vu que les principes facilitent l'adaptation du projet. Les principes sont les éléments qui guident comment ou alors qui pilotent l'adaptation du projet. C'est sur la base des principes que vous adaptez un projet Prince 2. Et c'est bien ce que suggère l'option A. Les principes permettent à l'équipe de projet de décider comment la méthode va être appliquée au projet. Donc, dans leur ensemble, les principes facilitent l'adaptation de la méthode Prince 2. La bonne réponse ici, c'est bien la réponse A. La question 8 nous parle plutôt du leadership. Le leadership, c'est un thème qui est souvent confondu, ou alors c'est un terme, Prince 2, qui est souvent confondu lorsqu'on parle de projet avec le management. Le management, c'est bien ce qui est décrit en option D, c'est-à-dire donner des instructions quant à l'exécution de tâches, n'est-ce pas, en conformité avec les méthodes de travail. Ça, c'est du management. Le management sait ce qu'il y a à faire, le management sait comment il faut le faire, et le management dit comment faire ce qu'il y a lieu de faire en conformité avec ce qui a été ou les méthodes de travail qui ont été arrêtées. C'était la confusion la plus évidente à mon sens ici. Le leadership est plutôt défini en option A dans un projet. Le leadership implique la collaboration à travers l'écosystème du projet. Le leader montre comment faire. Le leader encourage, le leader motive. C'est bien la définition du leadership. Il faut rappeler également que le choix B fait plutôt allusion à la culture, pas au leadership, et le choix C, c'est les contrôles basés sur les événements, pas du leadership. La bonne réponse ici, c'est donc la réponse A. Il a été précisé pendant le cours ou alors il a été mentionné la différence entre deux termes que l'on retrouve régulièrement en management de projet. Il s'agit du terme collaboration et du terme coopération. Il a été précisé que la coopération consiste à travailler ensemble, plusieurs ressources qui travaillent ensemble, dans le but d'atteindre des objectifs qui peuvent être individuels, tandis que la collaboration consiste à travailler ensemble dans le but d'atteindre un ou plusieurs objectifs organisationnels. Il a été également précisé que la co-création, qui est un terme en or en gestion des projets, est une forme de collaboration. En fait, les utilisateurs et les influenceurs clés peuvent co-créer en s'ajustant ensemble pour mettre en place des méthodes de travail et s'assurer que celles-ci sont adoptées par l'écosystème organisationnel. Ils peuvent également co-créer en s'ajustant ensemble pour mettre en place des produits qui seront également acceptés par la communauté ou l'écosystème du projet. Et la co-création est bien définie par l'option A quand vous considérez les différentes options qui sont proposées. L'option B définit plutôt un changement. L'option C définit les relations entre le cas d'affaires ou la pratique du cas d'affaires et le principe du management par séquence, tandis que le choix D définit un contrôle basé sur les événements. La bonne réponse ici, qu'est-ce qui définit la co-création? C'est bien l'option A. Et nous revenons sur le leadership. Comme nous l'avons dit plus haut, il y a une confusion qui peut être souvent faite entre leadership et management. Le leadership consiste à motiver les personnes à atteindre les objectifs du projet, à les persuader, à les influencer et à co-créer avec une focalisation sur la gestion des relations clés, la recherche des retours constants pour s'assurer que les membres de l'équipe restent alignés sur les objectifs du projet.
Et quand on considère les différentes options qui sont données, eh bien, l'option B est un aspect du leadership, l'option C est un aspect du leadership, l'option D est également l'un des aspects du leadership, ce qui en fait des options fausses. Car vous avez compris, il s'agit d'une question à la forme négative. Qu'est-ce qui n'est pas un aspect du leadership? Eh bien, l'option A n'est pas un aspect du leadership, car c'est un aspect du management. La bonne réponse ici, qu'est-ce qui n'est pas un aspect du leadership? C'est la réponse A. Prince2, dans sa 7e version, place les personnes au centre du management de projet, en mettant les personnes comme un élément à part entière des 5 éléments intégrés qui font la méthode de Prince2. Et dans l'aspect personne, il faut diriger des équipes efficaces et cela implique souvent diriger à travers les limites de l'organisation. Eh bien, qu'est-ce que c'est? En quoi cela consiste? Il faut vous rappeler que en dehors des personnes qui font formellement partie de l'équipe de projet, il y a des personnes au sein de l'organisation qui sont affectées par le projet, faisant d'elles des parties prenantes, mais qui ne travaillent pas directement dans l'équipe de management de projet ou dans l'équipe de projet, dans le sens large. Ces personnes ont souvent, par contre, un rôle à jouer. Par exemple, elles peuvent contribuer directement au projet à travers des activités comme le fait d'accepter les produits une fois que ceux-ci doivent être introduits dans le business. Donc, lorsqu'on parle de diriger à travers les limites de l'organisation, ici, il faut retrouver la déclaration qui y correspond ou quelle activité doit être gérée, n'est-ce pas, avec beaucoup de doigté lorsqu'il s'agit de diriger à travers les limites de l'organisation, c'est-à-dire ces personnes qui ne font pas partie directement de l'équipe de projet. Eh bien, il faut chercher effectivement le lien entre les activités qui sont données les membres de l'équipe de projet. Par exemple, l'option A décrit un des rôles de l'exécutif et l'exécutif fait partie de l'équipe du projet. L'option C décrit un des rôles de l'utilisateur principal qui fait partie de l'équipe du projet. Et l'option D décrit, n'est-ce pas, l'un des rôles du chef d'équipe qui fait partie de l'équipe de projet. Donc, l'activité dont il est question ici, c'est bien l'activité B. Intégrer les nouveaux produits dans le business est une activité qui est effectuée par des personnes qui ont une influence, alors qui contribuent directement au projet, mais qui ne font pas partie de l'équipe du projet, qui sont externes à l'équipe du projet. C'est donc la bonne réponse, la réponse B. La question 12 à présent, elle concerne la gestion du changement et la question est de savoir pourquoi la gestion du changement est importante pour un projet. Rappel du cours. Dans la détermination du niveau de détail à capturer dans l'approche de gestion du changement, il est bien de considérer les aptitudes et les capacités nécessaires durant et après la transition de l'état actuel à l'état futur souhaité. Quels domaines de l'organisation, quels aspects de l'organisation ou de l'écosystème de l'organisation sont susceptibles d'être impactés par le projet? Quelles sont les relations clés à considérer? Quelle est la culture évolutive, n'est-ce pas? Tout cela concerne la gestion du changement et son importance. Et cela fait directement allusion à l'aspect ou alors à la proposition A. Les parties prenantes doivent comprendre quels secteurs ou quels aspects, quels domaines de l'organisation seront impactés par le projet. Quand on considère l'option B, ça fait plutôt allusion à la définition d'une référence de base, une base de référence du projet. L'option C fait allusion à la gestion du risque et l'option D, c'est la pratique de la qualité. L'option A est donc la bonne réponse. Restons sur l'aspect des personnes avec cette question 13. Quelle déclaration concernant les capacités et les compétences à l'intérieur du projet est correcte? Il faut se rappeler que les personnes qui sont recrutées ou alors qui travaillent sur le projet en tant que membres de l'équipe de projet peuvent provenir de backgrounds différents et proviennent généralement des backgrounds différents. C'est la raison pour laquelle un projet est une entreprise temporaire qui va faire appel à des personnes qui peuvent appartenir à différentes lignes de l'organisation. Et donc, il n'est pas question de parler de la progression de carrière ici. Cela dépend de la ligne hiérarchique qui n'est pas toujours le projet, car les personnes viennent effectivement de différentes lignes hiérarchiques. Cela élimine tout de suite l'option D.
L'option C donne à penser qu'il faut définir des rôles standards et des responsabilités standards, ce qui est un très mauvais choix par rapport à un projet, car les rôles et les responsabilités doivent effectivement refléter les capacités, l'autorité et la disponibilité de la personne qui va occuper ce rôle. L'option A est également incorrecte, car comme on l'a vu en cours, une équipe de projet efficace nécessite des capacités diverses, des compétences qui sont également diverses et qui correspondent aux exigences du projet. Tandis que lorsqu'on prend l'option B, les membres de l'équipe vont avoir des performances différentes. C'est probable en fonction, n'est-ce pas, de la structure de l'équipe. Eh bien, c'est absolument vrai. Parfois, même une même personne peut avoir, n'est-ce pas, des performances, une performance de travail différente en fonction du membre de l'équipe avec lequel ou avec laquelle cette personne travaille. Donc, l'option B, c'est bien l'option qui décrit le plus exactement possible par rapport à notre cours les capacités et les compétences au sein d'un projet Prince 2. C'est donc l'option B la bonne réponse.